bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Léla Agic. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une jeune députée PS, jeune députée bruxelloise. Vous êtes aussi conseillère communale à Molenbeek. C'est la première fois que vous venez dans l'interview, donc tout d'abord, bienvenue. Mais on vous a un peu vu ces derniers jours parce que vous êtes une des benjamines. Hein. Vous avez 24 ans et on va un peu faire connaissance. Vous êtes encore étudiante, c'est ça en fait? C'est ça, encore étudiante en sciences politiques. Donc c'est vrai que là, j'ai eu des examens, forcément c'était un peu compliqué de tous les passer, oui. Mais bon, on va prendre notre temps pour appréhender mon nouveau mandat de député et la fin de mes études. C'est ça, vous allez faire les deux en parallèle, vous avez encore un an, donc il faudra encore terminer. Alors, donc, je disais que vous êtes étudiant, mais d'où vous vient cette passion pour la politique? Parce que j'ai lu que ça faisait déjà en fait 8 ans que vous faites de la politique. Voilà, c'est ça. Donc jeune, en fait, j'étais inspirée par Ségolène Royal, qui était une femme qui pouvait prétendre au plus haut niveau de pouvoir, et ça m'a donné envie de m'engager parce que très tôt, en fait, j'avais un avis sur énormément de choses. Et finalement, je ne trouvais pas ça normal que des personnes qui ont 20, 30, parfois 40 ans de plus que moi décident finalement à ma place, à la place de ma génération. Et donc, j'ai trouvé ça important de m'engager pour moi-même pouvoir porter... Qu'est-ce que vous avez fait pour Ségolène Royal alors, c'était les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je manie assez bien, je pense. Et donc, à l'époque, la Ségosphère, etc. Donc, on a fait la première tweet interview avec elle. Donc, c'est vrai que c'est un souvenir assez marquant pour moi. Vous avez quel âge? J'avais 16 ans. J'avais 16 ans et elle m'a fait confiance, donc c'était un grand moment pour moi. Et donc vous avez continué Je me suis engagée à Molenbeek à 18 ans, donc juste au moment où finalement le PS se retrouvait dans l'opposition. Donc j'ai vécu ces 6 années d'opposition à Molenbeek, ces constructions, pouvoir revenir au pouvoir. Et donc finalement ça s'est très bien terminé avec notre remontée au pouvoir avec Catherine Moreau, bourgmestre, et moi qui deviens conseillère communale. Oui, et alors vous êtes aussi présidente des jeunes socialistes. Je l'ai été. Donc j'ai une fois pas de cumul alors. Pas de cumul. Une fois que je suis devenue conseillère communale, j'ai cédé ma place à un autre jeune socialiste pour qu'il puisse à son tour pouvoir porter ses combats. Alors on va essayer de voir d'où vous êtes venu, cette passion. Vous avez déjà expliqué pour Ségolène Royal, mais quel sera votre modèle au Parlement? Et je ne vais pas vous faciliter la tâche, vous allez voir. La première personne, c'est Charles Piquet, l'ancien président du Parlement bruxellois. Deuxième personne, Caroline Désir, l'ancienne chef de groupe au Parlement bruxellois, qui maintenant est à la Chambre. Ou alors Emin Oscara, l'ancien vice-président, qui lui est toujours député bruxellois. J'ai choisi 3 socialistes, c'est quand même plus facile. Voilà. Mais pour vous, de ces 3-là, j'ai pas mis Loreto Koninx parce que ça aurait été trop facile. Donc, qui choisissez-vous? Alors, évidemment que je vais choisir Caroline Désir. Je pense que ça a été une très bonne députée bruxelloise qui a beaucoup travaillé. Et évidemment, c'est une femme aussi. C'est important de mettre en avant des femmes en politique. Malheureusement, on n'est pas encore assez nombreuses. Et donc, voilà, je souhaite une belle continuation à la Chambre où je pense qu'elle continuera son travail. Et Charles Piquet et Emin Oscara, c'est plutôt l'ancienne politique, ça? Charles Piquet, je pense que c'est l'un des fondateurs de Bruxelles avec Philippe Moreau. Donc évidemment, c'est une très grande personnalité socialiste. Mais vous comprendrez que moi, aujourd'hui, je me retrouve plus en Caroline Désir. Et Emin Oscara? Oscara, c'est un député, c'est un collègue encore actuel. Donc on ne sait pas s'il va rester au PS, d'ailleurs. Pour l'instant, il est. Pour l'instant, il y est encore. Vous avez tout à fait raison. Et est-ce que vos parents, parce que vos parents, en fait, ont fui la guerre civile en Bosnie et Herzégovine, est-ce que ça a aussi été une raison de votre entrée en politique, ça? Mais évidemment, je pense que le choix du Parti socialiste, c'est fortement lié à mon parcours. Donc mes parents sont arrivés en Belgique sans rien finalement, alors qu'ils avaient une très belle vie en Bosnie et en Slovénie pour mon père. Et donc c'est construire une vie en partant de zéro, c'est se battre au quotidien, c'est mon entourage, tout ça m'a forcément conduit à rejoindre un parti qui se bat pour les plus faibles, qui défend la sécurité sociale, l'entraide, la solidarité. C'était une évidence pour moi de me battre pour ça aussi, de me battre pour ces personnes qui m'entourent finalement. Alors une de vos priorités, c'est le droit des femmes. Hein. Et alors pour certaines, ce droit des femmes passe souvent par la non-discrimination des femmes voilées à la STIB ou dans les administrations. Est-ce que c'est un combat, ce type de combat que vous allez mener, ou il y a d'autres combats au niveau des droits des femmes qui sont les vôtres? Je pense qu'il y a énormément de combats au niveau des femmes et je pense qu'effectivement le féminisme doit s'adresser à toutes les femmes et on ne doit pas avoir de discrimination par rapport à cela, que ce soit le choix vestimentaire des femmes, que ce soit leur liberté en rue, que ce soit au niveau
niveau des entreprises, leur représentation politique. Il y a énormément de combats à mener et je pense qu'effectivement, ce sera une question qu'on devra aborder dans les années qui viennent. Mais la position du PS n'est pas toujours évidente là-dessus. Quelle est votre position là-dessus? Je pense que c'est la position de l'ensemble des partis n'est pas clair là-dessus. Je pense qu'on l'a vu pendant la campagne. Moi, en tant que féministe, je pense qu'on doit permettre aux femmes de choisir ce qu'elles font dans leur vie et que ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur de la personne, c'est son comportement et pas ce qu'il a sur la tête ou autour du cou. Mais je comprends que cette question doit être débattue, qu'on doit réfléchir ensemble à comment mettre cela en place et que ce n'est pas forcément évident à tous les postes dans l'administration notamment. Et donc, je comprends que ce débat que ça suscite un débat, mais je pense qu'on doit entamer ce débat pour enfin y trouver une réponse qui clarifiera les choses et qui nous évitera de nouveau de revivre la campagne qu'on a eue finalement en 2019. Alors, continuons sur le droit des femmes. Il y a aussi cet aspect harcèlement de rue qui vous interpelle beaucoup. Là, il y a encore une lutte à poursuivre en la matière. Oui, effectivement. Je pense qu'on en a parlé avec MeToo, mais c'est en train de s'essouffler. Pourtant, ça continue. Donc moi, j'ai toujours des amies qui me disent qu'elles continuent à vivre ça en sortant de chez elles, en se promenant à Bruxelles, peu importe où. Et donc finalement, je pense que c'est vraiment une question qu'on doit continuer à questionner, on doit continuer à chercher des solutions. Et je pense qu'avec ce nouveau Parlement bruxellois où il y a effectivement de nombreuses jeunes femmes qui sont élues, qu'on pourra traiter cette question avec un tout autre regard. Mais c'est quoi un tout autre regard Un tout autre regard, c'est tout simplement que moi, personnellement, je l'ai vécu, de sortir de chez moi, d'être sifflée, d'entendre un petit mot par-ci, un petit mot par-là. Et c'est vrai que pour la majorité des gens, on se dit « Oh, mais c'est pas grave ». Mais quand on le vit au quotidien, si, c'est grave, ça pèse sur les jeunes femmes. Et je pense que moi, j'en ai conscience. Je pense que d'autres hommes ne peuvent pas en avoir conscience, que des femmes d'une autre génération n'en ont pas non plus conscience parce qu'elles n'ont pas vécu dans leur chair, dans leur vie quotidienne. Et je pense que ça permet de pouvoir aller plus loin dans les débats, de pouvoir avoir des mesures plus, je dirais, plus fortes, moins laxistes même envers ces personnes. Parce que pour l'instant, ce qui est mis en place ne sert pas à grand-chose. Voilà, personne n'est poursuivi pour harcèlement de rue, les plaintes ne mènent pas à grand-chose. Il faut vraiment former les policiers, sensibiliser la population aussi à réagir quand elle voit dans un métro une jeune femme qui est harcelée. Et donc je pense que c'est vraiment un travail à continuer. Alors, on va parler un peu de l'atmosphère politique pour l'instant. Une de vos collègues néophytes députés nous disait que chez Écolo, il y avait des formations qui étaient prévues. Au PS, est-ce que des formations sont prévues pour les jeunes députés? C'est vrai qu'au PS, on a la chance d'avoir un groupe qui est là de solide. On peut se référer à des députés qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, c'est vrai que le groupe est vraiment disponible pour répondre à nos questions. Et je pense qu'effectivement, on aura aussi des formations dans les semaines qui viennent avant cette grande rentrée en septembre. Oui, alors d'une formation à une autre, mais dans la formation des gouvernements, est-ce que vous trouvez qu'il aurait fallu intégrer la société civile dans l'écriture du programme à Bruxelles, du gouvernement bruxellois, comme ça va se faire au gouvernement wallon et comme ça va se faire pour le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Mais moi, je pense que Rudy Vervoort et Laurette Ankeling sont reçus la société civile. Oui, mais ils les ont consultés. Mais ce n'est pas une écriture commune comme ça va être fait. Mais vous savez, et nous aussi en tant que députés, on a rencontré des personnes de la société civile, on a rendu des notes aux formateurs et ces choses-là vont être intégrées dans la note de politique générale et nos programmes aussi ont été écrits avec la société civile. C'est un travail quotidien de chaque instant d'être en contact avec ces sociétés civiles. Ce n'est pas aujourd'hui, au moment d'écrire la note de politique, qu'on se souvient que la société civile existe. C'est au quotidien que nous, politiques, sommes au contact de ces associations et de ces personnes. Et donc, c'est vraiment pas un gadget à utiliser juste une fois tous les 5 ans. Donc, c'est un peu de la com de dire qu'ils vont tout d'un coup écrire l'accord de gouvernement. Mais je pense que c'est un fait. Ils vont l'écrire, évidemment, ils vont participer. Mais moi, je pense que je tiens vraiment à souligner le fait que c'est nécessaire de l'écrire effectivement aujourd'hui, mais de rester en constant contact avec ces personnes durant les 5 prochaines années. Alors, l'Open VLD qui fait un petit peu de surplace, est-ce qu'il fait perdre du temps à la formation du gouvernement bruxellois? Je peux comprendre les questionnements qu'avait l'Open VLD. Je pense que hier, Rudy Vervoort et Elke Van den Braan ont pu y répondre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'avancer parce que les Bruxellois ont quand même émis des choix
clair lors des élections, contrairement effectivement à d'autres niveaux de pouvoir où c'est plus compliqué. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison de freiner à Bruxelles. On a la chance de pouvoir avancer rapidement et je pense que là, il faut y aller. Par rapport à Bruxelles toujours, entre PS et écolo, on sent qu'il y a parfois un peu de friction et de frottement, notamment sur des sujets comme le métro. Est-ce qu'il faut lâcher le métro dans une discussion avec écolo ou il faut tenir bon sur le métro ? Alors moi, je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. Je pense que le métro, c'est important pour nous. Je ne pense pas qu'Écolo soit fondamentalement contre l'idée du métro, mais qu'effectivement, il faut voir le métro dans un plan global de mobilité à Bruxelles, où il faut investir plus dans la mobilité. Et je pense que dans les négociations, on trouvera un accord pour pouvoir permettre effectivement le métro, parce que c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 métros près de chez moi, et je me rends compte de cette chance par rapport au sud de Bruxelles, où les gens n'ont pas cette chance. Donc je pense que c'est important de mettre des moyens dans le métro, mais évidemment dans le train, dans d'autres moyens de transport. Et voilà, je pense que ça ne va pas causer plus de problèmes que ça. Et alors, au niveau fédéral, on sent qu'il y a évidemment là encore plus de tensions, parce que le PS ne veut pas discuter avec la NVA ne veut pas discuter avec le PS, Écolo non plus. Est-ce que le PS a torpillé la mission des informateurs au niveau fédéral en disant, nous, on ne veut pas parler avec la NVA ? Non, je ne pense pas. Comment voulez-vous qu'on parle avec des gens avec qui on n'a rien en commun, mais vraiment rien? Ça existait dans l'histoire de la Belgique. Vous faites Sciences Po, vous connaissez ça. Il y a des partis qui ne s'entendaient pas du tout et qui finalement faisaient des gouvernements ensemble. Je pense qu'à ce niveau-ci de désaccord, c'est quand même très compliqué et nos électeurs ne comprendraient pas. Je pense que ceux de la NVA ne comprendraient pas plus. Et alors, il faut revoter alors. C'est ça la solution. Je pense qu'actuellement, d'autres solutions sont possibles et qu'il faut aller vers d'autres pistes. La seule solution, ce n'est pas NVA et le PS dans un même gouvernement. Je pense qu'on peut imaginer d'autres solutions qui sont mathématiquement faisables. Je pense qu'on doit d'abord aller vers cela avant d'appeler à revoter. Si ce soir ou demain, Didier Reynders est choisi comme secrétaire général du Conseil de l'Europe, si Charles Michel est choisi comme président du Conseil des ministres européens, est-ce que ça changera la donne de comment le PS considère l'EMR ? Est-ce que l'EMR sera encore ostracisé comme il l'est aujourd'hui ? Moi, je pense que ce n'est pas une question de personne, c'est l'ensemble du MR qui a décidé de former un gouvernement où les francophones étaient ultra minoritaires et d'aller dans un gouvernement avec la NVA. Je pense que c'est l'ensemble du MR qui a eu des comportements pas forcément acceptables avec d'autres partis durant la campagne électorale. Il ne s'agit pas seulement de ces 2 personnes. Donc la campagne n'est pas terminée, il y a toujours, ce reproche existe toujours. C'est ça. C'est un sentiment, il faut une confiance pour former un gouvernement ensemble et je pense qu'il faut y penser même quand on est en campagne. Justement, il faut penser au moment où on devra former effectivement des gouvernements. Merci Leila Agic, merci d'être venue aujourd'hui et on se retrouve demain avec un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.